autre outil, les SIG, les SIG. Alors, il faut bien comprendre qu'on est sur un outil qui nous aide souvent à prendre des décisions, mais ce n'est pas une finalité en soi. On a tendance aujourd'hui dans les villes africaines à penser que tout doit se résoudre par le SIG. C'est faux. C'est une aide qu'il faut utiliser lorsque l'on peut ou lorsque l'on a besoin. C'est une aide qui demande des ressources aussi, mais il faut être assez nuancé dans l'utilisation des SIG. Dans passablement de villes africaines, aujourd'hui, on a des SIG qui ont été faits et qui ne sont pas mis à jour, qui ne servent absolument plus à rien. Donc il faut faire très très attention avec ce que l'on fait. Définition d'un SIG. Alors c'est un outil qui permet en son sein de donner à la fois des indications géographiques, des indications alphanumériques pour une aide à la décision. Donc on n'est pas uniquement sur une carte, on peut ensuite aller cliquer sur la zone géographique pour savoir les attributs qu'elle a. Ça permet d'allier, par exemple, une population à un quartier. Alors il y a deux approches, une approche technique et une approche fonctionnelle. L'approche technique, c'est une manière automatisée de gérer un certain nombre de données. On arrive à de la cartographie, souvent. L'approche fonctionnelle, c'est une manière de traiter et de communiquer l'information. C'est un outil de prise de décision. Donc dans cette approche fonctionnelle, la prise de décision est l'objectif final du SIG. Double approche, nous l'avons dit, à la fois une approche spatiale et une approche alphanumérique. On est dans un système de base de données. Ici, on est dans de la cartographie. Ça peut être du vecteur, ça peut être de l'image. Et puis, les deux ici forment le SIG. Alors, pour reprendre un autre exemple, on a ici un certain nombre de parcelles, de cadastres. Alors, à la fois, on a notre parcelle ici, pour prendre que cet exemple, où on a des données spatiales et on a des données attributaires comme numéro de parcelle ou bien par exemple le nom du propriétaire. Et des données attributaires comme par exemple le numéro de la parcelle et le nom du propriétaire. Alors deux modes de représentation, le raster et le vecteur. Prenons l'exemple du raster. On a une image avec finalement une grille invisible, mais chacun des carrés aura une valeur. C'est le mode raster. Donc la grille est bien sûr beaucoup plus fine, mais chaque pixel peut être attribué à une valeur. Le vecteur, c'est différent. C'est soit on a une ligne, on peut avoir un point, ou on peut avoir une surface. Ce sont les deux modes de représentation spatiale que l'on utilise. Les données vectorielles, alors on peut avoir des polygones, un certain nombre de... Ça peut être des parcelles, par exemple. Chaque fois, on est fermé. Ça peut être des polylignes également. Ce ne sont pas les branches d'un arbre, mais par exemple des cours d'eau ou un réseau de canalisation. Et ensuite, on peut avoir un certain nombre de points, chaque point correspondant à une indication. Ce sont en gros les trois types, les polygones, polylignes et les points, les trois types de données vectorielles que l'on utilise. Les données raster, ça peut être l'occupation des sols ou alors un modèle d'altitude par exemple. Alors l'objet vecteur dans notre base de données, il sera comme ceci, ou alors une ligne avec un point de départ et un point d'arrivée, ainsi que l'équation d'une courbe. Et avec ça, on ira ensuite dans une base de données avec un certain nombre de données ici.
Et c'est cet ensemble-là qui nous intéresse, c'est-à-dire pas uniquement un vecteur ou une courbe, mais le vecteur plus la base de données. Le fonctionnement d'un SIG, on a une situation réelle. On va ici mesurer et observer. Dans le SIG, on aura un certain nombre de données, mais également on fera des analyses. On peut faire aussi de la cartographie. Et puis, ceci va être un outil de communication pour une prise de décision. Cette prise de décision influençant, bien sûr, la situation réelle. Et il faudra refaire la boucle avec ce schéma qui est finalement sans fin, mais qui doit arriver vers des situations meilleures. Une sorte de cercle vertueux grâce au SIG. N'oubliez pas qu'on est sur un outil, ça ne va pas résoudre l'ensemble des problèmes, mais on part d'une situation réelle, on analyse, on mesure, on observe, et puis on communique, on prend des décisions qui modifient cette situation réelle. Les grandes composantes du SIG, c'est bien sûr les données, sans ça on n'a rien, on vient d'en parler. C'est aussi la question du hardware, c'est la machine, il faut qu'il y ait un ordinateur qui fasse tourner tout ça. C'est la question du software, c'est le logiciel, mais c'est également la question des usagers, puisqu'il faut encore qu'il y ait des gens derrière ces machines, ça ne va pas se faire automatiquement, et des processus que l'on va mettre en place entre ces usagers et entre l'usager et la machine pour pouvoir, comme ça, gérer du diagnostic. N'oublions pas que ce n'est pas le SIG qui va gérer les choses. Il faut un utilisateur, c'est une aide à la décision. On fait un certain nombre d'analyses avec le SIG basées sur des données, mais ce n'est pas la machine qui décide de la planification que vous allez faire par la suite. Si l'on résume, un SIG est censé répondre aux différentes questions où, quoi, comment, quand et si. Le SIG est utile en planification urbaine, il est utile pour faire le diagnostic. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a un certain nombre de limites. Les limites sont que la machine ne peut ressortir les analyses que basées sur des chiffres qu'on lui aura fournis. Si vos chiffres sont faux, si les chiffres sont tronqués, les analyses seront fausses et tronquées. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour que le SIG fonctionne, il faut des données. Les données sont extrêmement difficiles à obtenir et les données sont extrêmement difficiles à mettre à jour. Si on prend le cas de la ville africaine, on a vu précédemment que les villes mutent très rapidement. Il faut aussi que les données puissent prendre en compte toutes ces mutations de manière très claire, très précise et très rapide. En résumé, il ne sert à rien d'avoir une machine qui tourne, il faut l'alimenter et l'alimenter régulièrement. Et c'est pour ça que l'on a vu dans Passablement de ville une étape où un projet met en place un SIG et ensuite il n'y a pas les ressources pour mettre à jour. S'il n'y a pas les ressources pour mettre à jour, votre SIG sera très rapidement obsolète et ne servira plus à rien. Donc on préférera, plutôt que d'avoir une connaissance encyclopédique du territoire, on préférerait avoir quelques indicateurs seulement, mais que ces indicateurs soient toujours à jour. Et c'est là la force du SIG, c'est qu'on peut être à la fois encyclopédique, mais on peut aussi utiliser que quelques éléments. Et on préférera clairement, logiquement, n'utiliser que quelques éléments. Choisissons de manière claire les indicateurs que l'on veut mettre en place et mettons à jour les données se référant à ces indicateurs. Voilà.